Merci d'abord d'être venu avec ce samedi après-midi ensoleillé. Et donc, je vous convie à un voyage à la fois historique et dans le 15e, donc sur les lignes qui s'appellent aujourd'hui 8 et 10. On va voir que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, la convention qui a été signée le 27 janvier 1898 entre la ville de Paris et la Compagnie Générale de Traction concède à cette dernière les lignes du chemin de fer métropolitain aux conditions du cahier des charges qui y est attaché. La ville de Paris exécutera les travaux d'infrastructure, c'est-à-dire les souterrains, tranchées, viaducs et quais voyageurs, tandis que tout le reste, pose de la voie, accès aux stations, alimentation électrique, etc., sera à la charge du concessionnaire. La loi déclarative d'utilité publique est promulguée le 30 mars 1898. Alors, outre les 6 lignes de 2 réseaux concédés à titre définitif, il y a un 3e réseau de 3 lignes éventuelles, dont la dernière est dénommée section I d'Auteuil à l'Opéra par Grenelle. L'enquête publique pour l'avant-projet de cette ligne est ouverte à l'hôtel de ville ainsi que dans les mairies des arrondissements concernés du 5 septembre au 5 octobre 1898. La ligne est entièrement souterraine. Arrivant dans le 15e après la traversée sous-fluviale en aval du pont Mirabeau, le tunnel passe sous la rue de la Convention, puis bifurque à gauche sous la rue R prolongée, future avenue Félix-Faure, et enfin chemine sous l'étroite rue du Commerce. Au conseil municipal du 20 octobre 1898, le conseiller Daniel fait remarquer qu'il faudra élargir la rue du Commerce entre la rue des Entrepreneurs et le boulevard de Grenelle, ce qui sera extrêmement coûteux. Il propose donc de modifier le tracé en le faisant passer sous la rue projetée en prolongement de la rue Frémicourt, actuelle avenue Émile Zola. Une commission composée de 10 membres, dont le maire du 15e, se réunit le 2 février 1899 et émet un avis favorable à cette variante du tracé. Donc c'est la variante en violet là, qui prend donc la future avenue Émile Zola. Le 22 mars, la Chambre de commerce donne son accord pour la ligne, mais souhaite qu'elle démarre au quai de Javel afin d'économiser les frais considérables du passage sous la Seine. Le 19 avril, un décret du président Émile Loubet approuve la substitution de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris à la Compagnie Générale de Traction en tant que concessionnaire. Alors c'est par son monogramme CMP que la compagnie sera connue des Parisiens. Celui-ci ornera les voitures du métro pendant des décennies, et notamment les bas de porte, ici de première classe. Suite à l'enquête publique, aux conclusions de la commission d'enquête, et après le dépôt d'un mémoire du préfet de Selves, le Conseil général, lors de la séance du 21 juin 1899, approuve le tracé modifié, passant sous la future avenue Émile Zola. Le 24 novembre, les pièces du dossier sont à la préfecture de la Seine et doivent être envoyées au ministre des Travaux publics en vue du décret d'utilité publique. Plusieurs conseillers ne doutent pas que le dossier sera rapidement bouclé. Mais un an plus tard, lors de la réunion du Conseil, le 7 novembre 1900, Adolphe Chériou objecte que la modification faisant passer la ligne par la rue Frémicourt prolongée risque de compromettre son exécution rapide à cause des opérations de voirie fort coûteuses que cela nécessite et qui n'ont pas encore été examinées par le conseil municipal. L'étude par l'administration d'un tracé ne nécessitant pas de travaux de voirie est adoptée par le conseil le 16 novembre. Lors de la séance du 30 décembre, des conseillers municipaux demandent le retour au tracé passant sous la rue Frémicourt prolongée, suite aux pétitions d'habitants des quartiers concernés. Bref, le projet de tracé dans le 15e fait du surplace. Le 14 juin 1901, le Conseil décide d'intégrer à la liste des lignes définitives la section Auteuil-Opéra, qui sera désormais appelée ligne 8. Le 5 juillet, Adolphe Chériou amende sa position et demande que l'administration étudie 2 tracés, l'un par la rue Frémicourt prolongée, l'autre par les rues de la Convention et du Commerce. Sa proposition est renvoyée à la commission du métropolitain, qui fin juillet demande le renvoi à l'administration. Nous voilà revenus 2 ans en arrière. Dans un rapport daté du 21 décembre 1901,
Le coût des travaux pour l'ouverture de la future avenue Émile Zola est évalué à près de 12 millions. C'est une somme énorme. Au début de l'été 1902, le dossier de la ligne 8 semble enfin avancer, car une nouvelle convention est signée par la CMP début juillet. Le Conseil demande au préfet de la ratifier sans délai, afin que la loi de déclaration d'utilité publique puisse être votée avant fin 1902. Hélas, la situation est à nouveau bloquée. En effet, début novembre, un conseiller municipal indique que le gouvernement a donné l'ordre au préfet de ne mettre aucune ligne à l'enquête avant l'achèvement du métro. Suite au décès d'Émile Zola le 29 septembre 1902, le Conseil envisage d'attribuer le nom du grand écrivain à une voix importante de Paris. Le 28 février 1903, la Chambre des députés adopte le projet de loi déclarant d'utilité publique la ligne d'Auteuil à l'Opéra par Grenelle. 15 jours plus tard, le Conseil vote le principe d'un emprunt de 170 millions permettant de couvrir le coût des travaux de plusieurs lignes, dont la 8, ce qu'une loi devra avaliser. Quant à la déclaration d'utilité publique, elle est approuvée par le Sénat le 4 avril 1903 avant d'être promulguée par le président de la République le 6 avril. Dressé le 14 janvier 1904, le plan de la future ligne 8, avec l'emplacement des stations, fait partie des documents qui peuvent être consultés durant l'enquête publique ouverte du 15 au 22 février 1904 à l'Hôtel de Ville et dans plusieurs mairies d'arrondissement, dont celle du 15e. Le projet prévoit 14 stations. 4 sont situées dans le 15e. La ligne s'engage sous la future avenue Émile Zola, où doit être implantée la station rue de Javel, que vous voyez à droite sur ce plan. Continuant sous cette avenue, la ligne atteint la station Place Beaugrenelle, après avoir dépassé la place éponyme, dénommée aujourd'hui Charles Michel. Poursuivant tout droit, le souterrain débouche dans la station rue du Commerce, située sous le passage Tournus, actuelle rue Tournus, entre la rue du Théâtre et la rue Fondary. Au sortir de la station, la ligne tourne à gauche pour s'engager sous la rue du Commerce, vue ici vers 1904, puis passe sous le boulevard de Grenelle, où se trouve déjà la ligne aérienne de Sud, ouverte en 1906. La ligne 8 continue sous l'avenue de la Motte-Piquet, où sera implantée la station boulevard de Grenelle. Alors, la commission, suite à l'enquête publique, la commission d'enquête se réunit le 14 avril 1904, après avoir pris connaissance des points soulevés par le public et avoir entendu Fulgence Bienvenue. Elle émet un avis favorable, sous réserve de quelques modifications mineures. Ainsi, dans le 15e, elle souhaite que la station rue de Javel soit rapprochée de la Seine le plus possible, ce qu'entérine le Conseil le 8 juillet. Du 2 au 16 juillet se tient à la mairie du 15e l'enquête publique sur le projet d'ouverture de la rue Frémicourt prolongée entre le quai de Javel et la rue du Commerce, avec une largeur de 20 mètres. Lors du Conseil du 31 décembre 1904, une délibération exigeant un délai de 5 ans après le décès d'une personnalité pour lui attribuer le nom d'une voie est adoptée après avoir été amendée, je cite, « à l'exception des personnes ayant rendu des services directs à la ville de Paris ». Fin de citation. Ce qui évidemment n'est pas le cas d'Émile Zola, qui est mort en 1902. Et donc on est en 1904, fin 1904. Il est donc impossible d'attribuer le nom d'Émile Zola à une voie parisienne, puisqu'il n'est décédé que depuis 2 ans. Le prolongement de la rue Frémicourt est déclaré d'utilité publique par décret d'Émile Loubet du 21 janvier 1905, puis le 21 mars, un arrêté du préfet annonce le dépôt à la mairie du 15e du 1er au 10 avril du plan avec les 24 parcelles dont les expropriations et acquisitions amiables seront pour la plupart réalisées en mai 1905. En juillet, le conseiller Poiry, estimant que la ligne 8 ne donnera satisfaction qu'à une faible partie du quartier de Javel, très mal desservi selon lui, propose une boucle qui, partant de la rue Frémicourt, suivrait la rue du Commerce, l'avenue Félix-Faure jusqu'à la gare de Grenelle, puis par la rue Ballard, qui n'est pas encore entièrement percée, aboutirait au pont Mirabeau. Cette proposition, donc c'est ce qui est en rouge, après renvoi à l'étude de la commission du métropolitain de l'administration, est prise en considération et donne lieu à un avant-projet soumis à enquête publique du 25 avril au 25 mai 1906
à la mairie du 15e. Au projet d'exécution de la ligne 8 est joint un rapport de 12 pages daté du 21 juin 1906, rédigé par Fulgence Bienvenue, ici à son bureau, chef du service technique du métropolitain. Après un bref rappel de l'historique de la ligne, il précise que le projet ne concerne ni la partie de ligne située dans le 16e, les lots 1 et 2, dont le tracé est en attente d'une décision du Conseil, ni les lots 3 et 7, traversée de la Seine, qui feront l'objet d'un projet spécial. Pour le 15e, le lot 4, d'une longueur de 1067 mètres et d'un coût d'environ 2,4 millions, dont vous voyez ici le profil en long, s'étend des stations Javel à rue du Commerce. Au lot 5, qui est à cheval sur le 15e et le 7e, d'un coût de 2,8 millions, a été ajouté à la demande de la CMP un garage intermédiaire d'une longueur utile de 80 mètres sous l'avenue de la Motte-Piquet, le projet initial n'en prévoyant pas. Fulgence Bienvenue termine son rapport en indiquant que si les travaux sont commencés rapidement, ils devraient être terminés en 1909. Retenez bien cette date. Chaque lot sera adjugé à l'entrepreneur le mieux disant. Le conseil municipal a décidé que le lot 3, dont on voit ici le plan, et le lot 7 seraient soumis à concours. Dans le devis spécial du 16 juin 1906 qui détaille la composition de ces deux lots, deux façons de passer sous le lit de la Seine sont proposées aux entrepreneurs. Soit deux souterrains jumeaux à voie unique, vous avez un exemple ici, avec revêtement métallique, ayant chacun une section circulaire de 5 mètres de diamètre intérieur. Soit par un souterrain à deux voies à revêtement métallique de 7,26 m dans sa plus grande largeur intérieure et 5,84 m dans sa plus grande hauteur intérieure. Afin de donner aux futurs adjudicataires une idée des terrains traversés, l'administration fait procéder à un sondage sur chacune des rives. Dans le 15e, le sondage, ici encadré en rouge, est réalisé sur le bas-port de Javel. Dans la partie supérieure, donc ça c'est une coupe du sondage, dans la partie supérieure, d'une hauteur de 11,20 m, il y a 7 couches de sable, gravier, argile et marne, et dans la partie inférieure, une couche de craie blanche à silex d'un peu plus de 10 mètres d'épaisseur. À partir de l'ouverture du concours, le 8 août, les concurrents disposent de 3 mois pour présenter leur projet. 13 entrepreneurs soumissionnent. Une commission de 21 membres, dont 7 du conseil municipal, réunie à l'hôtel de ville le 9 novembre 1906 à 14h30, décide que tous les projets seront examinés par une sous-commission qui se réunit les 18, 21, 24 décembre 1906 et 3 janvier 1907. Les projets sont alors classés en 3 catégories. Ceux avec souterrain jumeaux. Vous avez ici la liste des entrepreneurs avec leurs différents projets. Ceux avec un souterrain unique utilisant le cheminement horizontal. Et troisième catégorie, ceux avec un souterrain unique utilisant le fonçage vertical. Alors après avoir écarté l'utilisation des souterrains jumeaux, la commission retient le fonçage vertical, ce système ayant été utilisé avec succès quelques mois auparavant seulement lors de la traversée sous-fluviale de la ligne 4. Vous avez ici l'exemple. Cette approche est adoptée par la commission puis ratifiée par le ministre des Travaux publics. Alors après son percement, la rue Frémicourt prolongée a été officiellement remise au service de la voie publique en juillet 1906. Un rapport de la 4e commission daté du 23 janvier 1907 à propos des nouveaux noms de voies est présenté à la séance du Conseil du 18 février par Paul Chotard, que l'on voit ici, président du Conseil municipal et député de la première circonscription du 15e arrondissement. Il est alors décidé d'attribuer le nom d'avenue Émile Zola à la rue Frémicourt prolongée. Vous avez ici le plan de la future avenue Émile Zola. Lors de la séance du Conseil du 11 mars 1907, Ernest Moreau, que vous voyez ici, conseiller de Grenelle, indique que les travaux souterrains de percement de la ligne 8 entre la rue du Commerce et la rue Saint-Charles ont provoqué des affaissements.
dans les rues Violet, en rouge, Delourmel, en violet, et Saint-Charles, en jaune, sur la gauche. Il demande que de l'éclairage et des garde-corps soient mis en place et que les affaissements soient comblés. Non, c'est un peu dangereux. Lors de la réunion du 12 juillet, le Conseil adopte la demande de l'administration d'ajout et de modification à l'infrastructure du lot numéro 5 de la future ligne 8 en vue de la réalisation ultérieure d'un embranchement vers la porte de Sèvres, ici en vert, ce qui va nécessiter un crédit supplémentaire d'1,5 million. En fait, c'est la prise en compte partielle de la boucle qui avait été demandée par le conseiller Poiry 1 an plus tôt. Si vous vous souvenez, il avait demandé le vert et le rouge, finalement, on dit ok, on va faire le vert. La ligne 8 d'Auteuil-Opéra étant en construction, ces travaux modificatifs doivent être entrepris aussi rapidement que possible, et les plans nécessaires établis dès le 24 septembre 1907 par le service technique du métropolitain sont approuvés par le directeur administratif des travaux de Paris le 9 octobre. Ravel et compagnie, qui est l'adjudicataire du lot numéro 5, moyennant un rabais de 35,6%, accepte ces importantes modifications par un traité le 24 septembre 1907. La future station de Grenelle est très impactée, comme l'écrit Fulgence Bienvenue dans son rapport du 3 octobre 1907. Je cite: « La station boulevard de Grenelle, devenant l'origine du futur embranchement sur la porte de Sèvres, doit être établie à 3 voies, 2 qui sont les prolongements de chacune des branches convergentes allant se réunir après la station, dans la direction de l'Opéra, la 3e formant le tronc commun, d'où s'épanouissent les 2 branches dans la direction opposée. » Fin de citation. Il poursuit à propos de la rue du Commerce, je cite à nouveau: « Comme l'étroit goulet de la rue du Commerce est le seul passage offert à l'une et l'autre ligne depuis le boulevard de Grenelle jusqu'à l'avenue Émile Zola, et qu'il ne présente guère entre les alignements des maisons que la largeur nécessaire à un souterrain à double voie, il faudra que les 2 voies d'une ligne s'y placent sous les 2 voies de l'autre. L'ouvrage à construire, au lieu d'être un simple souterrain de type ordinaire à 2 voies, devient une construction à 2 étages, vous voyez sur ce plan, dont, malgré relèvement imposé à la ligne supérieure, le bas descend à 13 mètres au-dessous du sol et plonge d'une grande hauteur dans la nappe d'eau. Vous voyez, tout est simple. Enfin, ce relèvement impose une dernière conséquence onéreuse, l'obligation de construire la station rue du Commerce avec un tablier métallique au lieu d'une voûte. Fin de citation. Un rapport de 110 pages, daté du 4 décembre 1907, signé de Félix Roussel au nom de la commission du métropolitain, donne lieu à de nombreux échanges au cours du mois de décembre 1907. Mais un sujet occupe le Conseil depuis déjà 7 ans. Il s'agit du réseau complémentaire du métropolitain. Il s'agit de proposer soit le prolongement de lignes déjà concédées, soit de créer des lignes nouvelles pour compléter le réseau de la loi de 1898 qui va s'achever avec la construction de la ligne 8. Parmi ces propositions, l'embranchement sur la porte de Sèvres. Au début, ce sera une charge pour l'exploitation, mais son adoption rendrait service à la population laborieuse de cette partie de l'arrondissement, jusqu'ici mal desservie et en voie de peuplement. Il intéressera 4 quartiers, ceux de Saint-Lambert, Necker, Grenelle et Javel, son coût étant évalué à 14,5 millions. Le conseiller Fribourg obtient qu'il ne soit concédé qu'à titre éventuel, d'où la couleur verte sur ce plan. Le conseiller Poiry, qui avait été un peu à l'initiative de ça, proteste vivement et termine son intervention en disant, je cite, « Cet embranchement aurait desservi le quartier de Javel qui est privé de moyens de communication. Vous venez bien injustement de sacrifier les intérêts de mon quartier. » Fin de citation. Le 2 mai 1908, Fulgence Bienvenue adresse à Henri de Pontic, le directeur administratif des travaux de Paris, un exemplaire du projet d'exécution des additions et modifications du lot numéro 5, accompagné d'une lettre signée de sa main. Vous avez ici la fin de la lettre et la signature autographe de Bienvenue. Le 13 juin à 13h30 a lieu au tribunal de commerce l'adjudication des travaux de construction d'égouts
de murs de soutènement et de terrassement généraux de la future avenue Émile Zola pour un peu plus de 500 000 francs, ainsi que des travaux de fontainerie pour environ 60 000 francs. Alors, comme précédemment indiqué, la traversée de la Seine en aval du pont Mirabeau sera réalisée au moyen de caissons enfoncés sous le lit du fleuve, comme vous le voyez sur ce schéma que je trouve particulièrement explicite. Dans le 15e, avançons. Voilà. Dans le 15e, la Seine est franchie par les caissons 4 et 5, que j'ai souligné en rouge, comme on le voit sur le plan. Ceux-ci ont été fabriqués sur le port de Javel, en aval du pont Mirabeau. Donc là, vous avez un caisson qui est le long du quai. Donc le pont Mirabeau qu'on aperçoit, si vous avez une très bonne vue, tout au fond du cliché. Cliché pris le 27 juin 1908. Au premier plan, le caisson numéro 4 qui vient d'être mis à l'eau. Alors après remorquage, vous voyez à droite le remorqueur qui remorque le caisson, il arrive 2 jours plus tard à son lieu d'enfoncement sous le lit de la Seine. Sur ce cliché pris le 28 septembre 1908, on voit au premier plan le caisson numéro 5, prêt à être foncé en Seine, tandis que le caisson numéro 4 à l'arrière-plan a pris place dans le lit du fleuve. Alors les caissons 4 et 5 sont ensuite reliés par un joint, comme l'indiquent ces schémas, en plan et en coupe. Alors la fonderie Muller et compagnie expose fièrement devant son usine de Noyon, dans l'Aisne, l'un des anneaux en fonte utilisés pour la traversée de la Seine au pont Mirabeau. Vous avez l'usine en fonte, puis au premier plan, un exemple de cet anneau en fonte. Alors sur ce cliché pris le 8 octobre 1908, pas facile de reconnaître l'avenue Émile Zola. C'est un peu le chantier, où les ouvriers s'affairent à la construction à ciel ouvert de la future station Javel. S'il vous plaît. Oui. Vous pourriez revenir à la vue où on voit les caissons qui s'enfoncent dans la Seine. C'est intéressant, cette vue. Très intéressante. Voilà. Donc là, vous avez au premier plan, que je dise pas, le 5, et puis derrière, le 4 qui, lui, est déjà... Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les cheminées. Ouais, voilà, oui, les caissons. Qui permettent de comprendre comment ça fonctionne, cette affaire. C'est-à-dire qu'on les descend, ils sont en surpression. Voilà. Et les bonhommes, ils passent par la cheminée. La chambre, et ouais. ils sont en surpression. C'est une vue. Oui, c'est un cliché absolument exceptionnel, qui est au musée Carnavalet. Ah ouais, je connaissais pas cette vue. Effectivement, c'est rare de les voir de façon aussi explicite, ouais, absolument. Donc 2 mois plus tard, le chantier a bien avancé, comme le montre ce cliché du 8 décembre en direction d'Auteuil. Après la construction de la voûte et des pieds droits, les ouvriers travaillent à celle du radier. Alors voyons le chantier, rue du Commerce, que l'on voit ici, donc la rue du Commerce, prise depuis le boulevard de Grenelle vers 1903, avant le début des travaux. Quelques années plus tard, les magasins sont les mêmes, mais le chantier de construction de la ligne 8 a éventré l'étroite ligne du commerce, l'étroite rue du Commerce. En ce 8 décembre 1908, la voûte est réalisée sous la majeure partie de la rue. Sur cet autre cliché, malheureusement non daté, mais légèrement postérieur, la pose du tablier métallique a commencé, on le voit à l'arrière-plan. Sous cet angle, on réalise mieux la hauteur et la largeur de la tranchée, et les personnages donnant l'échelle, évidemment. Au tout premier plan, vous avez les rails de la ligne de tramway TAC qui va de Porte d'Auteuil à l'église Saint-Sulpice. Alors, dans l'édition du 22 février 1909, le Petit Parisien fait le point sur l'avancement des travaux. À propos de la ligne 8, l'auteur indique que celle-ci est en pleine construction et qu'il est difficile de prévoir l'époque de sa mise en exploitation. Mais un peu plus loin dans le même article, il donne 1913 comme année de l'achèvement complet de la ligne. Alors voyons comment avance ce chantier vers la rue du Commerce au printemps 1909. Ce cliché du 9 avril montre les ouvriers s'activant à la mise en place du tablier métallique dans la dernière partie de la rue du Commerce.
Cet autre cliché, pris le lendemain, 10 avril, dans le sens opposé, donc vous voyez un peu le chantier, tout comme cette vue plongeante qui nous montre l'avancement global du chantier. Alors l'ouverture de la ligne va être retardée par les travaux de traversée de la Seine, longs et complexes par nature, qui vont faire face, qui plus est, à des difficultés inattendues. Ainsi, le 20 mars 1909, débute une grève des terrassiers, puisatiers et mineurs, employés par l'entreprise Perchaud, adjudicataire de la traversée de la Seine au pont Mirabeau. Ils cessent le travail afin d'obtenir une augmentation de salaire pour ceux qui travaillent dans les caissons, que vous évoquiez tout à l'heure. Certes, parce que c'était des conditions quand même très très pénibles. Certains ont choisi de poursuivre le travail, ce qui n'est pas du tout du goût des grévistes. Le samedi 25 septembre au soir, après avoir tenté une ultime fois de rallier les non-grévistes à leur cause, les grévistes décident d'employer la manière forte. Le lundi 27 septembre, vers 6 heures du matin, près de 150 grévistes sont rassemblés sous le pont Mirabeau et attendent de pied ferme près du ponton ceux venus travailler et arrivant en bateau omnibus. Mais la police, mise au courant, a déployé un important service d'ordre aux abords du chantier afin d'éviter tout débordement. Du premier bateau accostant vers 7 heures débarquent les non-grévistes sous les huées et les colibets des grévistes. Ces derniers, les grévistes donc, rompent le barrage de police et assaillent à coups de pierre et de bâton ceux qui viennent de débarquer et qui se défendent à coups de poing. Une bagarre généralisée éclate, la police y met fin rapidement. 7 grévistes sont emmenés au poste, puis interrogés. 4 sont relâchés, mais les 3 autres, résidant dans le 15e, sont inculpés de coups et blessures et de port d'armes prohibées. Ils seront en outre poursuivis pour menaces et entraves à la liberté du travail. Il y a encore des incursions de grévistes début octobre, mais la police veille. Alors, vu depuis la rive droite, les travaux à hauteur du pont Mirabeau, donc voilà à peu près comment ça se passe, donc on voit les fameuses chambres. Et ce cliché pris le 14 décembre 1909 depuis l'extrémité du pont Mirabeau, côté 15e, à gauche de l'immeuble, les travaux dans l'avenue Émile Zola, tandis que de l'autre côté de la place, on s'affaire au creusement sous le chemin de fer des Invalides, parce qu'il ne faut pas oublier c'est la ligne des Invalides qui passe, on voit à gauche le bâtiment de Justelich, et sous le rond-point. Donc, tout ça est très complexe. Le 17 janvier 1910, à l'autre bout du 15e, on poursuit les travaux de construction de l'ouvrage d'art à 2 étages, nécessité par le futur embranchement vers la porte de Sèvres. Sous le boulevard de Grenelle, vers Auteuil, le clocher métallique intermédiaire est en cours de pose. Vous voyez ici à gauche et à droite du cliché, ce plancher métallique intermédiaire. Alors ce même jour, sous la rue du Commerce, voilà, vous voyez qu'il y a 2 niveaux. Et le 22 janvier 1910, le Petit Parisien met à la une la célèbre crue de la Seine, l'illustrant d'une photo des travaux du métro au pont Mirabeau. Alors le rapport officiel qui sera rédigé et publié le 9 avril 1910 sur les conséquences de l'inondation pour la ligne 8 dit, je cite, « Au pont Mirabeau, les eaux du fleuve surmontèrent dès le 21 janvier au matin le bâtard d'eau qui protégeait le chantier de la rive droite et le noyèrent. Le lendemain, 22 janvier, la nappe était assez relevée déjà dans les terrains sablonneux de Javel pour que les eaux d'infiltration se fissent jour de tous côtés dans les puits ou galeries. Quand, dans la soirée du même jour, la Seine eut noyé complètement le poste de force motrice situé sur le bas-port de Javel, l'action des pompes se trouva forcément interrompue et les ouvrages souterrains se trouvèrent promptement inondés, de même que l'étaient les chantiers établis dans le lit même du fleuve. Les eaux gagnèrent le souterrain construit sous l'avenue Émile Zola, où le 26 janvier, elles étaient rejointes par le déversement des rues du quartier submergées. Elles furent arrêtées par un barrage établi en amont de la rue du Commerce. » Fin de citation. Donc on voit ici
vraiment le 15e a été particulièrement sinistré à l'occasion de cette inondation. Et donc vous avez compris que le tunnel de la ligne 8 a été inondé du pont Mirabeau jusqu'à la station Commerce. Donc on voit le surlignage bleu autour de la ligne. Évidemment, ça n'a pas facilité l'avancement des travaux. Lorsque ce cliché est pris au pont Mirabeau, le mercredi 26 janvier, le niveau de la Seine dépasse les 7,50 m au pont de la Tournelle, déjouant les pronostics les plus pessimistes. Hélas pour les habitants, la montée des eaux n'est pas terminée. La Seine n'a amorcé sa décrue que depuis quelques heures, lorsque ce cliché est pris le samedi 29 janvier. Vous voyez le niveau des champs par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais début novembre, alors que les stigmates de janvier n'ont pas encore totalement disparu, le mauvais temps est de retour. Le 8, le Petit Parisien indique sa crainte d'une nouvelle inondation, alors que la Seine est montée d'une dizaine de centimètres au pont d'Austerlitz et de la Tournelle. Le 11, la circulation des bateaux parisiens est interrompue, avec la cote 3,50 m au pont de la Tournelle, bien loin, il est vrai, des 8,50 m de janvier. Les travaux de la ligne 8 sont néanmoins à nouveau interrompus. La situation s'aggrave les jours suivants. Le 17 novembre, à la une du quotidien L'Excelsior, vous avez ici, 2 illustrations sont consacrées au 15e. La numéro 2, qui est légendée « Au quai de Javel, les murs de sable ». Et la numéro 4, la digue du quai de Javel. La crue atteint son maximum le 20 novembre, avec tout de même 5,81 m au pont de la Tournelle. Après une décrue significative, il y a un dernier sursaut fin novembre 1910. Examinons maintenant les 4 stations du 15e et leurs spécificités à chacune. Alors tout d'abord, la station Javel, située après le souterrain qui fait suite aux caissons métalliques passant sous la Seine, présente du fait de la proximité du fleuve et de l'abondance des eaux de la nappe souterraine qui imbibent les sables d'alluvion de la plaine de Javel, plusieurs singularités. Ainsi, le radier, c'est-à-dire la partie inférieure, a été considérablement renforcé. Il est enserré entre 2 murs en maçonnerie de pierre de soupe de 2 mètres de hauteur. À sa base, il y a une couche de béton d'une épaisseur de 87 cm dans l'axe du tunnel, au lieu des 50 habituels. Au-dessus, une chape de 5 cm de mortier au ciment, soigneusement lissée, surmontée d'une couche de béton de gravillon de 4 cm d'épaisseur. Toute la paroi de la station, y compris celle qui sera sous les carreaux de faïence émaillés, est revêtue d'un enduit lissé de 3 cm d'épaisseur. Enfin, la voûte, en maçonnerie de pierre de soupe, est surmontée d'une chape en bitume de 2 cm d'épaisseur. Bref, les ingénieurs du service technique du métropolitain ont essayé de rendre la station aussi étanche que possible. Les 2 stations suivantes, Place Beaugrenelle et Commerce, aujourd'hui respectivement Charles Michel et Émile Zola, sont établies à faible profondeur. De ce fait, leur plafond n'est pas voûté, mais constitué d'un plancher métallique similaire à la plupart de celui des stations de la ligne 1, dont vous voyez ici l'exemple à Hôtel de Ville, vu la veille de la mise en service de la ligne. Alors terminons ce chapitre avec les particularités de la station Boulevard de Grenelle, telle qu'elle est encore nommée sur les plans. Alors le plan de la station a donc été modifié puisqu'elle sera le point de départ du futur embranchement vers la porte de Sèvres. C'est par un simple aiguillage que l'on pourra envoyer une rame soit vers porte d'Auteuil, soit vers porte de Sèvres. Ce cliché du 17 janvier 1910 montre le chantier de superposition de la ligne 8. Alors, je vous rappelle que ce qui s'appelle alors la ligne 8, aujourd'hui s'appelle ligne 10, dont les voies seront posées sur le plancher métallique où se trouvent les ouvriers et les responsables, et de l'embranchement vers la porte de Sèvres, actuelle ligne 8, dont les voies sont situées au-dessous. On devine le niveau inférieur. Ce cliché est pris le 11 mars 1911 à l'extrémité de la station de Grenelle en regardant vers Champ de Mars. Alors la station Place Beaugrenelle, aujourd'hui Charles Michel, est située sous l'avenue Émile Zola. Alors sur ce plan au 200e de la CMP, un seul accès est prévu.
Il se situe sur le refuge de forme allongée qui existait alors à la jonction des rues Linois et des Entrepreneurs. Un escalier de 4 mètres de large, comportant 18 marches, conduit à la salle des billets, et 2 escaliers de 3 mètres de large chacun et de 18 marches conduisent au quai. Au début du printemps 1911, l'infrastructure est complètement terminée sur la rive gauche, entre les stations Javel et Invalides, ainsi que sur la rive droite, entre Concorde et Opéra. Alors on voit ici le profil en long dans la traversée du 15e. Les travaux de la traversée de la Selle, en aval du pont de la Concorde, sont bien avancés. Mais au pont Mirabeau, ils ont été retardés, comme on l'a expliqué, par les crues de la Seine de janvier et de novembre 1910. Dans le 16e, la construction de la ligne a été pénalisée par les multiples modifications de tracé. Aussi, le 12 avril 1911, le Conseil demande l'ouverture partielle de la ligne entre Opéra et Beaugrenelle et réitère cette demande en juillet. La station Javel, dont nous avons suivi la construction, est implantée sous l'avenue Émile Zola. Alors, le plan initial des accès à cette station a été dressé le 25 juin 1910 par la CMP. Suite aux différentes conférences tenues entre les ingénieurs des services concernés, promenades, voies publiques, égouts, services techniques du métropolitain, etc., la principale demande est de réduire le nombre d'arbres supprimés par le projet. Vous voyez qu'il y avait déjà une pensée un peu écologique à l'époque. Alors le 15 juin 1911, la CMP, le STM via la CMP ou le contraire, propose cette variante qui comporte toujours 2 accès, mais l'un sur le trottoir impair et l'autre sur le trottoir pair. Le nombre d'arbres impactés est ainsi réduit à 2. Notons qu'à l'été 1910, ces arbres ne sont pas encore plantés. Pas plus que ne sont posés les égouts d'ailleurs. Donc en fait, c'est pas vraiment des arbres qu'on va supprimer, c'est plutôt des arbres qu'on va pas planter. Tout à fait rigoureux. Non, mais ça, c'est des débats permanents du conseil municipal. On en a des pages de Alors, débats. donc il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de canalisation de gaz, ni d'électricité, ni les candélabres. C'est un grand terrain vague, quoi. Alors, voyons les accès à la station, alors dénommée Commerce, actuelle Émile Zola. Donc, sur ce plan du 25 juin 1910, il a été prévu 2 escaliers de 2 mètres de large, l'un pour l'entrée et l'autre pour la sortie, situés tous deux sur le trottoir pair de l'avenue Émile Zola. Le service de la voie publique et de l'éclairage demande que les 2 escaliers soient portés côté impair, du fait de la construction récente d'un égout côté pair. En outre, ce premier projet implique la non-plantation de 4 arbres. Il paraît souhaitable de réduire ce nombre, soit en reportant l'un des escaliers sur l'autre trottoir, soit en les rapprochant de la rue du Commerce, si les 2 sont implantés côté impair. C'est pourquoi dans la variante présentée le 15 juin 1911, les 2 escaliers sont portés côté impair, avec la disparition de seulement 3 arbres au lieu de 4. Dans ce rapport du 12 août 1911, Louis Biette, qui est l'adjoint de Fulgence Bienvenue, souhaite la même disposition qu'à Javel, savoir un escalier de chaque côté de l'avenue. Alors il est conscient que ça entraînera la disparition de 4 arbres. Mais il considère que mieux vaut avoir 2 arbres en moins de chaque côté, plutôt que 3 d'un seul côté. Plus joli. Et c'est la solution qui finalement est retenue. Alors sur le plan de la station boulevard de Grenelle, que vous voyez ici du 25 juin 1910, l'accès à la station souterraine est prévu du côté des numéros impairs de l'avenue de la Motte-Piquet. Un escalier de 22 marches et 4,50 m de large conduit à la salle des billets. Puis un escalier de 4,50 m de large comportant 25 marches en 2 volets de 6 et 19, séparés par un palier de 2 mètres, conduit au quai central de la ligne 8. C'est ce que vous voyez sur le plan. Un accès côté impair en pointillé rouge, vous voyez, il y a écrit galerie d'accès, est prévu pour desservir la station à un quai destiné à l'embranchement vers la porte de Sèvres. En outre, il y aura dans l'alignement de l'escalier, desservant le quai central, un couloir de correspondance avec la ligne aérienne numéro 6, enseignement de Sud. Alors, escaliers et ascenseurs permettront de rejoindre cette dernière. À nouveau, le service de la voie publique et de l'éclairage demande à la CMP de réduire le nombre d'arbres sacrifiés. 3 avenues de la Motte-Piquet et 1 boulevard de Grenelle. Le projet est donc modifié de sorte qu'aucun arbre n'est supprimé dans la variante du 15 juin 1911.
les progrès. Pour y arriver, le débouché de l'escalier donnant avenue de la Motte-Piquet a été décalé d'environ 6 mètres vers le boulevard de Grenelle et un tracé rectiligne a été donné au couloir de correspondance après la salle des billets, légèrement remaniée. Suite à l'avis exprimé par Louis Biette dans son rapport du 12 août 1911, les projets d'accès aux stations Javel, Commerce et boulevard de Grenelle sont approuvés par le conseil municipal dans sa séance du 10 novembre 1911. Alors sur cette base, la CMP élabore les projets d'exécution, ici celui de la station boulevard de Grenelle daté du 12 mars 1912. Dans une lettre du 9 novembre, la CMP explique que l'exploitation anticipée des lignes 4, 6, 7 et 7 bis lui a occasionné des pertes qu'elle chiffre à près de 4 millions, estimant que, dans le même temps, la ville de Paris a réalisé un gain d'environ 3 millions. Elle exige donc que l'exploitation anticipée de la ligne 8, vous vous souvenez, ça avait été évoqué précédemment, soit faite par la ville à ses risques et périls sur le plan financier. Alors, évidemment, il y a un rapport qui est fait sur le sujet par Fulgence Bienvenue, le 9 décembre. Les recettes prévues sont chiffrées à 2,78 millions et les dépenses à 2,5 millions. Vous voyez, on a un léger bénéfice d'un peu plus de 280 000 francs pour la ville. Finalement, le rapport du 26 décembre 1912 de la commission du métropolitain débouche sur un projet de délibération dont l'article 1er est ainsi rédigé, je cite. Le préfet de la Seine est autorisé à passer avec la compagnie du chemin de fer métropolitain une convention spéciale destinée à régler les conditions d'une exploitation anticipée et extra-contractuelle de la ligne numéro 8, jusqu'au jour où la compagnie sera tenue à exploiter normalement la dite ligne par application du contrat de concession. Cette exploitation anticipée s'entend d'abord pour la partie complètement achevée de la ligne numéro 8, depuis l'Opéra jusqu'à la place Beaugrenelle. Fin de citation. Le 8 mai 1913, sous la conduite des ingénieurs de la CMP, 3 députés et 3 conseillers municipaux des 7e et 15e arrondissements parcourent la ligne de Beaugrenelle à Opéra, constatant que les travaux d'équipement s'effectuent de manière satisfaisante et que ce tronçon de ligne pourrait être ouvert dès le 1er juillet. Le 11 juillet matin, Louis Duval-Arnoux, vice-président du Conseil et président de la commission du métropolitain, accompagne la commission administrative chargée de donner son avis au préfet de la Seine sur l'ouverture à l'exploitation de la ligne. Il annonce au Conseil que la ligne sera ouverte le dimanche 13 juillet 1913, au matin, entre Opéra et Beaugrenelle, sans arrêt toutefois aux stations Concorde et Invalides, qui ne seront achevées que dans plusieurs mois. Le vendredi 26 septembre, la commission administrative procède à la reconnaissance et à la réception du tronçon compris entre la place Beaugrenelle et le terminus d'Auteuil. Et le mardi 30 septembre, le tronçon Auteuil à Beaugrenelle est ouvert au public. Moins d'un an plus tard, c'est la mobilisation générale et le début de la Première Guerre mondiale. Au 31 juillet 1914, juste avant la déclaration de la guerre, la CMP comptait 5 478 agents, dont 5 086 hommes. Dès le 5 août, 2817 ont rejoint leur affectation militaire. À cette date, il ne reste plus ni ingénieur ni inspecteur et presque aucun contrôleur du service du mouvement. Conséquence inévitable, 5 lignes sont aussitôt fermées, dont la ligne numéro 8. Afin de rétablir le service rapidement, la CMP emploie les femmes et fils des agents mobilisés, puis embauche des agents temporaires, très jeunes ou fort âgés, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Néanmoins, le 21 août, la ligne 8 rouvre de 7h du matin à 20h30. Le 1er septembre, les horaires sont élargis de 6h à 21h30. Vous voyez, ça va quand même assez vite, c'est un mois après le début de la guerre. Au fil des jours et des semaines, le nombre de mobilisés ne cesse de croître, pour atteindre 3 956 hommes au 31 décembre 1914, soit près de 80% de l'effectif masculin. Au 15 juin 1915, la compagnie a un effectif de 3 952 agents, soit 75% de l'effectif d'avant-guerre.
Sur la totalité de l'année 1914, les recettes générées par la ligne 8 s'élèvent à un peu plus de 2 350 000 francs et les dépenses à un peu plus d'1 650 000. Rappelons qu'en vertu de la convention spéciale qui est toujours en vigueur, la CMP exploite la ligne pour le compte de la ville de Paris. Ce système prend fin le 1er juillet 1916 lorsque la ligne 7 est prolongée de Péra au Palais Royal. Après la guerre, le manque de voyageurs combiné à la hausse des coûts mettent la CMP dans une situation financière délicate. Refusant d'augmenter les salaires, d'améliorer les avantages sociaux et de diminuer les horaires de travail, la compagnie fait face à une grève générale le 24 janvier 1919. Après réquisition militaire ordonnée par le gouvernement, l'exploitation reprend le 26 janvier. Le 28 avril, la compagnie accorde à son personnel les avantages obtenus par le personnel des tramways, tandis que la ville autorise la première hausse de tarifs depuis la mise en service du métro en 1900. Vous voyez qu'on est au printemps 1919. Ah oui, la guerre, il y avait encore des choses qui continuaient à être en travaux malgré la guerre. Et donc, première hausse de tarifs avec une augmentation uniforme de 5 centimes à compter donc du 17 mai 1919. De son côté, le personnel travaillant dans le souterrain obtient une avancée sociale majeure avec une journée de travail de 8 heures à compter du 2 juillet 1919. Alors, à la mode Piquet-Grenelle, les travaux de gros œuvre pour les ascenseurs effectués par la CMP avant la guerre ont coûté 134 000 francs. Suspendus pendant le conflit, la CMP déclare le 17 juin 1922 être en mesure de les terminer, à condition toutefois que la ville de Paris, qui concourt pour moitié à la dépense, lui verse une provision de 260 000 francs, ce qui est accepté au Conseil du 15 juillet, les travaux devant s'élever au total à 744 000 francs. Dans un rapport du 23 janvier 1923, Fulgence Bienvenu indique, je cite, « En ce qui concerne les ascenseurs, qui doivent relier la station avenue de la Motte-Piquet et boulevard de Grenelle, au quai en viaduc de la station du même nom de la ligne circulaire numéro 2 sud, les maçonneries et la partie métallique des gaines sont terminées. La partie mécanique est montée et l'escalier de secours, réclamé par le service du contrôle des voies ferrées d'intérêt local, est installé. Les guidages sont en cours de pause. » Donc vous voyez que ça avance. Fin de citation. Alors, concédée à titre éventuel en décembre 1907, la construction de l'embranchement vers la porte de Sèvres avait été repoussée sine die. 20 ans après, lors de la réunion du Conseil du 29 décembre 1927, 2 conseillers, dont Louis Dutheil, élu du quartier de Javel, expliquent que l'embranchement, dorénavant appelé ligne 8 bis, jugé peu urgent avant-guerre, doit être réalisé rapidement. En effet, depuis l'inauguration du parc des expositions, le 5 mai 1926, la station Porte de Versailles, sur la ligne 12, est parfois à la limite de la saturation. La station Porte de Sèvres, sur la ligne 8 bis donc, permettrait d'écouler une partie des voyageurs. Plusieurs usines sont établies près de cette porte, notamment Citroën. Et l'embauche. Le quartier de Javel, qui compte désormais 40 000 habitants, continue à s'urbaniser. Quelques mois plus tard, le Conseil invite l'administration à introduire un mémoire pour la déclaration d'utilité publique de la ligne 8 bis. Alors, suite à des rumeurs de rachat, l'action de la compagnie Nord-Sud, qui exploite la ligne de la Porte de Versailles, monte en bourse à la fin de l'été 1928. Le 20 octobre, les journaux annoncent l'accord intervenu pour un rachat financier du Nord-Sud par la CMP. Lors du conseil du 17 juin 1929, Jean-Fernand Laurent, élu du quartier d'Auteuil, dans le 16e donc, s'adresse ainsi au conseil. Je cite, « Jetant un coup d'œil sur une carte du réseau métropolitain, on ne peut manquer d'être frappé de la distance relativement très courte qui sépare la station La Motte-Piquet-Grenelle, c'est l'extrémité gauche de la flèche en rouge,
de la ligne numéro 8, de la station du Roc, de l'autre côté de la flèche à droite, de la ligne numéro 10. Je vous propose de bien vouloir décider le raccordement de ces deux lignes par un tracé longeant l'avenue de Saxe. Fin de citation. Selon lui, ce raccordement peut être réalisé dans des conditions techniques extrêmement simples et peu coûteuses. Il pense utile de prolonger la ligne 8 vers la porte de Sèvres, au-delà de la station La Motte-Piquet-Grenelle. Parmi ces arguments, je cite le nouveau tracé de la ligne 8, porte de Sèvres, porte de Charenton, se prêterait à un allongement des stations à 105 mètres, puisque les stations allongées entre La Motte-Piquet-Grenelle et Opéra ne sont qu'au nombre de 7, alors que la section terminale de la ligne 8, avec sa consistance actuelle, donc en allant vers Auteuil, rend cet allongement pratiquement impossible aux abords de la Seine et dans la boucle d'Auteuil. Fin de citation. Cette affiche, imprimée en 100 exemplaires, reprenant l'arrêté du préfet de la Seine du 8 août 1929, informe de l'ouverture du 19 août au 20 septembre 1929 d'une enquête publique à la mairie du 15e et à l'hôtel de ville de Paris sur le projet d'embranchement entre la Motte-Piquet-Grenelle et la porte de Sèvres. La commission d'enquête instituée par cet arrêté comprend 7 membres, tous des commerçants du 15e arrondissement. Vous avez ici les noms et qualités. Le 23 septembre 1929, la Chambre de commerce donne un avis favorable. L'enquête n'ayant soulevé aucune observation, la commission d'enquête réunie le 30 octobre donne aussi un avis favorable. L'année 1929 se termine avec la publication au journal officiel d'un décret du président de la République du 24 décembre qui, en son article 3, approuve la convention passée le 1er octobre entre la ville de Paris, la CMP et le Nord-Sud, fixant les conditions d'exploitation par la CMP des réseaux urbains fusionnés de ces deux compagnies, avec effet au 1er janvier 1930. J'aurai évidemment l'occasion d'en reparler dans la conférence que je consacrerai à la ligne 12. Le 14 février, une convention concède la ligne 8 bis à la CMP, sous réserve de la déclaration d'utilité publique qui intervient quelques mois plus tard par décret du président de la République du 3 juillet 1930. Lors de la réunion du Conseil du 10 juillet, Louis Dutheil demande la modification de l'unique accès à la station Beaugrenelle, qui est, vous vous souvenez, sur un plateau triangulaire très étroit, situé entre la rue des Entrepreneurs et la rue Linois. Alors les voyageurs qui en sortent doivent donc traverser l'une de ces rues, où la circulation automobile s'est considérablement accrue depuis la mise en service de la ligne en 1913. 20 ans après, l'automobile commence à être assez nombreuse dans les rues parisiennes. Il propose de supprimer cet îlot central et de reporter les accès, d'une part, avenue Émile Zola, à l'angle du vaste trottoir reliant la rue Linois à la partie nord de la rue Saint-Charles, d'autre part, sur le trottoir de la rue des Entrepreneurs. La proposition déjà exposée à la commission du métropolitain est renvoyée à l'administration. Alors 1 an et demi après la proposition de Jean-Fernand Laurent de remanier le tracé des lignes 8 et 10 et de créer une ligne porte de Vanves invalide qui prendrait le numéro 14, l'idée a fait son chemin. Suite à un mémoire du préfet du 12 novembre 1930, la commission du métropolitain, composée de 47 membres, présidée par Adolphe Chériou, rédige un rapport de 20 pages sur le remaniement des lignes 8, 10 et 14, distribué à l'ensemble des conseillers le 22 décembre. Dans son édition du 25 décembre, Paris Midi détaille les changements prévus et termine en disant que ces utiles bouleversements n'auront pas lieu demain. Il ne se trompe pas. Le rapport présenté au Conseil ne donne guère lieu à discussion, peut-être parce qu'on est le 31 décembre après-midi. Après le premier projet de nouvel accès à la station Beaugrenelle, daté du 21 novembre 1930, une variante est présentée le 20 mai 1931. Le projet des nouveaux escaliers avec entourage en fer forgé, reposant sur un socle en pierre dure et adjonction d'un candélabre avec signe lumineux, soumis le 1er octobre 1930,
est approuvé le 18 décembre 1931 par le Conseil. Ce plan de 1934, que vous avez sous les yeux, est conforme aux travaux réalisés en 1932. Alors, le service technique du métropolitain a élaboré le dossier de l'aménagement des lignes 8, 10 et 14 en vue de l'enquête publique qui se déroule à l'hôtel de ville et dans les mairies d'arrondissement concernés, 6e, 7e, 14e et 15e, durant un mois à compter du 17 mai 1932. Alors, dans le dossier, il y a plusieurs plans, dont celui-ci au 10 millième où figurent deux nouveaux tronçons entre la Motte Piquet-Grenelle et la nouvelle station du Roc, et entre l'ancienne station du Roc de la ligne 10 et la nouvelle station Place du Maine de la ligne 14. Sur ce plan au millième, le premier tronçon chemine sous l'avenue de Suffren, entre la Motte Piquet-Grenelle, donc sur la gauche, et la nouvelle station Ségur à droite. Ensuite, la voie tourne à gauche, passe sous le boulevard Garibaldi, puis sous la rue de Sèvres, où doit être construite la nouvelle station du Roc. Quant au deuxième tronçon, il part de l'ancienne station du Roc ligne 10, chemine sous le boulevard des Invalides dans le 7e, puis passe sous la rue de Sèvres, le boulevard Montparnasse, qui sépare le 6e et le 15e, et se poursuit sous l'avenue du Maine, dans le 15e arrondissement, pour arriver à la nouvelle station Place du Maine, située non loin de la station du même nom de la ligne 6. Vous avez tout ce tracé. Le profil en long de la future ligne 10 entre les stations rue du Commerce et rue Vanneau, dont les évidemment déclivités sont amplifiées avec une échelle des hauteurs au 200e et des longueurs au 5 millième, donc le métro c'est quand même pas les montagnes russes. Le Conseil approuve le projet dans sa séance du 9 décembre 32. Le vendredi 30 décembre 1932, matin, la construction de la ligne 8 bis fait débat. Des conseillers et le préfet de la Seine sont pour le démarrage prochain des travaux. D'autres y sont opposés pour des raisons financières, arguant qu'un nouvel emprunt grèvera un peu plus le résultat déjà déficitaire du métro. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1932, qu'il y a la crise de 29 aux États-Unis et que le temps que ça traverse l'Atlantique, ça se produit à peu près vers 1932 en France. Donc l'impact, on prend plein pot. Les dépenses de construction de la ligne 8 bis sont estimées à 106 millions. C'est quand même pas mal d'argent. La décision est renvoyée à 18h, où finalement un scrutin approuve le projet d'exécution. Le 23 février 1933, une convention signée entre le préfet de la Seine et la CMP concède à cette dernière les prolongements et raccordements des lignes 8, 10 et 14. Et alors que les travaux de la ligne bis ne vont pas tarder à commencer, le conseiller Dutheil indique le 27 mars 1933 que la station prévue au carrefour Convention-Félix-Faure doit s'appeler Convention, comme une station déjà existante de la ligne 12. Il suggère que le nom Convention-Félix-Faure et demande que la station Porte de Sèvres, prévue sous les fortifications, soit rapprochée de la place Ballard, voire établie sous celle-ci. Ces propositions sont envoyées à l'administration. Un décret du 20 juin 1933 d'Albert Lebrun déclare les aménagements des lignes 8, 10 et 14 d'utilité publique. Le coût est estimé à 61 millions, dont 8 millions d'intérêts. Le 13 juillet 1933, le préfet obtient du Conseil l'autorisation d'émettre un emprunt, certaines des lignes étant déjà en construction. Alors, fin novembre, ce cliché de la rue du Commerce, pris depuis l'église de Grenelle, illustre un article du quotidien Le Matin, dont je ne résiste pas à vous citer un extrait. 24. Tel est le nombre des puits, coiffés de petits fortins, que le Parisien connaît bien, qui sont à l'heure actuelle creusés dans le quartier de Grenelle, aux alentours de l'école militaire, de l'avenue de la Motte-Piquet et du boulevard de Grenelle. Une des voies les plus fréquentées de ce coin de la capitale, la rue du Commerce. On a recueilli 10 pour elle toute seule, sur son côté gauche. La voilà certes bien encombrée,
cette artère déjà si étroite. Mais quel aspect original elle y gagne. Ne dirait-on pas qu'elle dessert une ancienne cité lacustre édifiée en plein Paris moderne? Fin de citation. Alors, la plupart des puits ont 16 mètres de profondeur. Si l'on travaille parfois dans le sable, on rencontre souvent de la roche très dure. Et dans le fond, toujours de la gadoue et des nappes d'eau. Bref, le travail est délicat, pénible et souvent dangereux. Ici, la coupe de la future station de la Meute-Piquet-Grenelle, où s'effectuera la correspondance des lignes 8 et 10. Alors, le journal indique, je cite, « La ligne 8 bis, dans la rue du Commerce, prendra l'étage inférieur du souterrain construit. Mais les ouvrages établis les ouvrages déjà établis, devront être légèrement modifiés, car lorsqu'on avait en vue un simple embranchement sur la porte de Sèvres, une troisième voie suffisait pour les stations La Meute-Piquet. Elle arrivait au même niveau que celle existante. Maintenant qu'il s'agit de 2 lignes indépendantes, une quatrième voie est indispensable. Elle se place à un niveau inférieur, d'où la nécessité d'approfondir à la sortie de la station vers la rue du Commerce les ouvrages ménagers lors de la construction de la ligne 8. 20 ans auparavant. Donc. Fin de citation. Le 18 novembre 1933, Marcel Fauconnier, directeur des travaux neufs à la CMP, envoie au directeur de l'exploitation et à celui des services techniques l'avant-projet des accès aux futures stations de la ligne 8 bis. Il précise qu'à la station Convention, actuelle Boucicaut, on a prévu 2 accès qui sont réclamés avec insistance par le conseiller Dutheil, car il souhaite une sortie sud entre les rues Duranton, alors on ne lit pas très bien, c'est le rectangle de droite, et Tisserand, c'est le rectangle de gauche, du fait que la station aura 105 mètres de long. Répondant le 7 décembre, le directeur de l'exploitation considère un 2e accès injustifié. En outre, cela entraînera une dépense annuelle de personnel de 60 000 francs. Le projet des accès à la future station Ballard est présenté le 27 avril 1934, puis modifié le 6 juillet. 4 escaliers 3 mètres de large sont prévus. 2 places Ballard, à l'angle de la rue Leblanc, et 2 boulevards Victor, à l'opposé des trottoirs longeant la petite ceinture. Vous avez la petite ceinture qui passe là, en travers. Le percement du tunnel de la ligne 8 bis commence début juillet 1934. Ce 31 décembre, Louis Dutheil revient sur le projet d'accès à la future station Boucicaut, établi le 9 mars et modifié le 30 octobre. Bien qu'encore en discussion entre les services, Dutheil propose d'adopter le projet si l'accès sud qu'il réclame est pris en compte. Mini-chantage. Le 22 mars 1935, Dutheil intervient en disant, je cite, « Messieurs, 4 stations de chemin de fer métropolitain ont comme indice nominatif Sèvres, savoir Sèvres-Babylone sur les lignes 10 et 12, Sèvres-le-Courbe sur la ligne 5, Pont de Sèvres sur la ligne 9 prolongée et enfin Porte de Sèvres au terminus de la ligne 8 bis. Ces 4 points sont fort éloignés les uns des autres, comme vous le voyez sur le plan. Un Parisien non averti, à plus forte raison un étranger, pourrait supposer que la Porte de Sèvres est à proximité du Pont de Sèvres. Il n'en est rien, puisque la première est située dans le sud-ouest de Paris, 15e arrondissement, et le second à l'extrémité ouest de Boulogne-Billancourt, à quelques mètres du département de Seine-et-Oise. Pour éviter des confusions, il convient de donner un autre nom à la station terminus de la ligne 8 bis. Celui qui paraît convenir le mieux est Ballard, puisque cette station débouche sur la place Ballard, gare des transports en surface pour 4 lignes d'autobus, dont 3 têtes de ligne. Fin de citation. Acceptée 8 jours plus tard par la commission du métropolitain, la proposition est renvoyée à l'administration lors de la séance du Conseil du 30 mars 1935. Durant celle-ci, Louis Dutheil indique qu'il n'a pas été possible de renommer la station Convention en Félix Faure, ce nom ayant déjà été retenu pour une autre station. C'est compliqué le nom de station. Plusieurs dénominations ont été envisagées. François Copé, Duranton, Convention Duranton. Mais la commission du métropolitain a fait observer que Duranton pourrait créer la confusion par sa similitude avec la rue Durantin, située dans le 18e.
C'est pas tout à fait à côté. Après avoir entendu l'administration préfectorale et la CMP, la commission arrête son choix sur Boucicaut, porté par l'hôpital voisin, ce qui est adopté par le conseil. Alors voici le plan de la ligne 8 qui se trouve dans les rames à cette époque. Alors Louis Dutheil s'étonne et même s'inquiète que la station Lourmel soit la seule dont les aménagements et les accès n'aient pas encore été soumis à l'approbation du Conseil. Il a reçu une pétition via l'Association pour la défense des intérêts des commerçants et industriels du 15e, présidée par Louis Rouvrol, 63 ans, pharmacien aux 3 places Ballard. Je cite « Au nom des nombreux habitants, commerçants et industriels du carrefour des rues de Lourmel, Vasco de Gama et avenue Félix-Faure, j'ai l'honneur de vous transmettre d'urgence une pétition pour que soit assuré au public le service de la station métropolitaine Lourmel de la ligne 8 bis. Des rumeurs tendraient à faire croire que cette gare ne serait pas utilisée par le public. » Fin de citation. Alors à la CMP, les opposants à l'ouverture de la station Lourmel font valoir que cela économiserait 800 000 francs chaque année. Le projet d'accès à la station Lourmel de la CMP, modifié le 25 novembre 1935, est approuvé par le Conseil lors de la séance du 30 décembre. De ce fait, l'accès sud à la station Boucicaut ne sera pas réalisé par la CMP puisqu'elle ne se trouverait qu'à 250 mètres de celui de la station Lourmel. Sur ce plan des accès à la station Lourmel, à gauche en rouge et en vertical, est écrit « Origine du raccordement avec les ateliers de Javel ». Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est écrit verticalement. Et à droite, on a l'amorce de la voie qui y conduit. Tout à fait à droite, vous voyez qu'il y a un tunnel qui se détache. Le matériel roulant fait à cette époque l'objet de petites révisions et de grandes révisions. Les premières, assez fréquentes, sont réalisées dans un atelier situé à proximité de la ligne. À cette époque, pour la ligne 8, par l'atelier souterrain d'Auteuil. Les secondes, les grandes révisions, plus espacées, sont prises en charge par un atelier plus éloigné. Au début pour la ligne 8, celui de Charonne, puis l'atelier de Choisy, ouvert en 1931, et enfin celui de Fontenay, ouvert en 1934. Alors l'entrée de l'atelier Javel se situe au 13 de l'avenue Vaugirard-Nouveau, qui est l'actuelle rue Jean-Marie d'Or, face au débouché de la rue Frédéric-Mistral. J'ai mis en rouge le rectangle qui est à peu près le futur emplacement de l'atelier. Alors vu ici à l'été 1935, il occupe donc un terrain rectangulaire qui s'étend entre l'avenue Félix-Faure, depuis laquelle le cliché a été pris, et jusqu'à la rue Le Courbe qui est au fond. À gauche, les immeubles bordent la rue Duranton, et à droite, l'immeuble de l'actuelle 34 rue Jean-Marie d'Or. Ce cliché montre le bâtiment en cours de construction le long de la rue Duranton, en face du débouché de la rue du Plélé. Au fond de ce cliché, l'avenue Félix-Faure, à droite, les immeubles qui bordent la rue Duranton. Début 1936, débute la construction des piliers qui vont soutenir la voûte en béton, les voûtes en béton, dont la construction, donc, que vous voyez ici, se poursuit début 1937. Elles vont couvrir le futur rôle de maintenance de l'atelier de Javel. Donc, vous voyez ici les voûtes presque terminées. Lors du conseil du 11 juillet 1935, Louis Dutheil présente les modifications de nom des stations de la ligne 8 bis que propose la CMP. Place du Commerce au lieu de rue du Théâtre. Place Félix-Faure au lieu d'avenue Félix-Faure. Hôpital Boucicaut au lieu de rue de la Convention. Et enfin, place Ballard au lieu de porte de Sèvres. Alors, Louis Dutheil rappelle que le conseil municipal a décidé le 30 mars de changer le nom de Convention en Boucicaut
et que lui-même a proposé de changer le nom Porte de Sèvres en Ballard. Quant au changement d'avenue Félix-Faure en place Félix-Faure, il considère qu'il est secondaire, mais que place Félix-Faure, c'est plus précis. La discussion porte donc essentiellement sur le changement de nom de la station rue du Théâtre, qui serait modifiée en rue du Commerce. Seulement voilà, il existe déjà sur la ligne 8, future ligne 10, une station rue du Commerce, que la CMP propose de renommer rue Fondary. Il faut suivre. Si la modification paraît justifiée du fait que les accès déboucheront place du Commerce, il semble risqué d'attribuer à une nouvelle station un nom consacré par l'usage depuis 22 ans. Toutefois, changer le nom rue du Théâtre paraît logique, car le débouché de la station sera assez éloigné de cette rue. La CMP suggère de lui donner le nom de rue La Canale, située juste en face de la place du Commerce, où déboucheront les escaliers de sortie de la station. Alors, comme le montre ce plan, la station au Commerce de l'actuelle ligne 8 est en fait constituée de deux demi-stations, situées l'une après l'autre, l'étroitesse de la rue du Commerce n'ayant pas permis de construire une station standard avec deux quais encadrant les deux voies. La proposition d'André Boulard, conseiller municipal de Grenade, de renommer la station rue du Théâtre de la future ligne 8 en Commerce et la station Commerce de la future ligne 10 en Émile Zola est finalement adoptée par le Conseil. Le 20 avril 1936, la CMP présente le projet d'exécution des accès à la station Boussicot, approuvé par arrêté préfectoral le 30. Alors vous avez ici, ce qui est assez rare, le plan des futurs guichets de la station, plan du 10 juillet 1936. Ce plan a été dessiné par la société Verboom et Durochard. Début juin 1936, à une question écrite de Louis Dutheil sur le retard pris par les travaux des accès de la ligne 8 bis, le préfet répond, je cite, « Ce n'est point de l'achèvement des accès aux stations situées sur le parcours Place Ballard à la mode Piquet-Grenelle que dépend la mise en service de la ligne numéro 8 bis. Cette ligne n'est qu'un tronçon de la nouvelle ligne numéro 8, Place Ballard, Porte de Charenton, dont l'exploitation ne peut être envisagée qu'en même temps que celle de la nouvelle ligne 10, Porte d'Auteuil, Gare d'Orléans-Austerlitz. Or, l'exploitation de cette dernière ligne est subordonnée à l'achèvement des travaux de raccordement des lignes 8-10 et 10-14, et en particulier des travaux exécutés au carrefour de la rue de Sèvres et du boulevard du Montparnasse, particulièrement importants et d'exécution difficile. Le gros œuvre de ces raccordements ne peut être achevé avant de la fin de l'année en cours. Enfin, il restera, avant de mettre la ligne 8 bis en exploitation, à en achever l'équipement. » Fin de citation. Donc vous voyez, on n'est pas au bout de nos peines. Suite à la décision de modifier le nom de la station Commerce en Émile Zola, Louis Dutheil et André Boulard demandent au préfet lors du conseil du 20 novembre 1936 s'il ne serait pas judicieux d'y procéder de façon anticipée, de façon à habituer les voyageurs au nouveau nom. Les conseillers sont entendus puisque ce changement intervient dès le 1er mars 1937. Alors, côté CMP, les travaux ont été divisés en 3 étapes. De nombreuses modifications sont nécessaires. Déposer des aiguillages, en installer de nouveaux, parfois provisoirement, modifier les circuits de voie, la signalisation, l'alimentation électrique, les liaisons téléphoniques, etc., etc. Quelques semaines plus tard, ces étapes ont été modifiées et le nouveau schéma élaboré le 12 mai indique les modifications opérées avec les dates prévisionnelles. Le programme des travaux est définitivement fixé le 24 juin ainsi que la date de l'étape 1. À côté du 7 juillet, mercredi 7 juillet, la ligne 10 sera exploitée en 2 tronçons, Invalides-du-Roc et Duroc-Jussieu, avec correspondance à Duroc. Cette affichette que vous voyez ici est tirée à 6000 exemplaires et distribuée dans les ateliers pour être placée sur la glace de la porte d'intercommunication de chaque voiture. Quant à cet avis,
il est placardé en station. Les travaux préparatoires à la jonction des voies 1 des lignes 8 et 8 bis sont entrepris dans la nuit du 24 au 25 juin 1937. Le 6 juillet, à 9h30, la commission de reconnaissance visite les installations de la station Ballard, que vous voyez donc ici, puis prend place dans une voiture de première classe traitée par une motrice de chantier, qui s'arrête à chaque station. Voilà. Elle est ici à Boucicaut, donc c'est la commission de reconnaissance, a remarqué l'absence du plan, ainsi que la lanterne sur le mât. Il y a le mât, il y a bien le nom de la station Boucicaut, vous voyez à gauche, mais il n'y a pas le plan et il n'y a pas la lanterne. Donc le mât d'Hervaux. Alors la commission poursuit jusqu'à la motte Piquet-Grenelle, où elle rejoint à pied le tunnel de raccordement entre les lignes 8 et 10, où l'attend une autre rame qui, après un arrêt à Ségur, amène la commission à la station Duroc, vous avez ici le plan, où elle se réunit dans un local mis à sa disposition. À partir du 20 juillet, les ateliers du métro reçoivent ces nouvelles affichettes, donc à mettre dans les rames. Le voyageur y lit les dates des prochains changements, lesquels sont détaillés sur la fiche placée en station. Donc c'est le grand chambardement quand même. Le nombre de voyageurs qui sera admis sur les quais et des nouvelles stations de la ligne 8 sera limité. Vous voyez que 20 voyageurs sur le quai. Il ne faut pas que ça se bouscule. C'est le mardi 27 juillet, à la prise de service, que la ligne 8 change de desserte, se dirigeant non plus vers Auteuil, mais vers Place Ballard. Ce même jour, la ligne 14 est ouverte entre Invalides et Porte de Vanves. Le 29 juillet, c'est l'ouverture de la ligne 10 qui relie désormais Auteuil à Jussieu en passant par la nouvelle station Ségur. Alors ce tableau compare pour chaque station le nombre de billets vendus en septembre 1936, donc avant toutes ces opérations de modification, et en septembre 1937. Alors à ce sujet, la CMP écrit, je cite, « Dans le quartier de Grenelle, les stations Beaugrenelle et Émile Zola, ex-commerce, ont perdu un grand nombre de voyageurs. Cette perte est compensée par le gain constaté à la motte Piquet et par les voyageurs des nouvelles stations Commerce et Félix-Faure. Il faut observer que les stations Beaugrenelle et la motte Piquet recevaient des voyageurs venant du quartier de Javel, région de Ballard, par les autobus AH à Beaugrenelle et Y à la motte Piquet. Ces voyageurs ont abandonné ces deux stations au profit des stations nouvelles Ballard, Lourmel et Boucicaut. On s'explique ainsi que le trafic du métropolitain ne paraisse pas progresser dans le quartier de Grenelle, considéré isolément. Il convient de bloquer les résultats des stations intéressant les deux quartiers de Javel et de Grenelle pour se faire une idée de l'apport de la nouvelle branche de la ligne 8. La comparaison des mois de septembre 36 et 37 fait apparaître un accroissement général de 250 000 billets, soit 30%. Fin de citation. Alors, évidemment, ces changements suscitèrent de nombreuses protestations, parfois véhémentes, comme cette lettre adressée à Paul Martin, le directeur général de la CMP, par M. Lalliaume, au nom d'un groupe de voyageurs demeurant dans l'immeuble du 41 rue Fondary, construit au début des années 30. Les plaintes émanent surtout des habitants du 15e, demeurant près des stations Javel, Beaugrenelle et Émile Zola, qui doivent désormais changer à la motte Piquet pour se rendre sur la rive droite. Il leur a répondu que la correspondance a été aménagée quai à quai, ce qui la facilite. Le 6 septembre 38, le conseiller Dutheil indique au préfet, je cite, « Pour la construction de la ligne métropolitaine 8 bis, une baraque a été édifiée sur le boulevard Victor pour y abriter les services de l'ingénieur chargé de la construction du troisième lot. La construction est terminée depuis longtemps.
La ligne est en exploitation depuis plus d'1 an, mais la baraque encombre toujours le boulevard Victor. Elle sert de refuge à des prostituées actives, et souvent 2 centimes. Abandonnée, elle se dégrade chaque jour un peu plus. » Fin de citation. Il en demande le lèvement. 2 semaines plus tard, la baraque a disparu du paysage. Moins d'1 an plus tard, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 juin 1940, en début d'après-midi, la Luftwaffe bombarde Paris pour la première fois. Une bombe occasionne des dégâts à une galerie de câbles située boulevard Victor, qui, partant de la sous-station Porte de Versailles, alimente la ligne 8 à Ballard. Le projectile aérien a disloqué les pieds droits et la voûte sur 28 mètres de longueur. Les dépenses de réparation du gros œuvre sont estimées à 160 000 francs. Le 3 septembre 1943, vers 9h45 du matin, une bombe anglaise tombe au pied de l'escalier extérieur de l'accès principal de la station Ballard. C'est le point rouge numéro 1, donc entre guillemets en bas. Une autre tombe à 20 mètres environ du débouché ouest, c'est le point rouge numéro 2. L'explosion de la première bombe renverse l'un des murs des chiffres. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, voilà ce que c'est que le mur des chiffres. Crève le pied droit de l'égout contigu et disloque le mur des chiffres opposés. La dalle de couverture en béton armé est soulevée et disloquée, ainsi que le hordis de couverture du couloir reliant les 2 accès. En outre, 2 hordis de couverture formant radier au-dessus du couloir longitudinal inférieur et d'un local annexe à usage du vestiaire se sont effondrés. Je pense que la photographie parle d'elle-même. Bref, l'accès est totalement inutilisable. Les différents aménagements et les installations électriques de la salle de distribution des billets, que vous voyez ici, et l'accès principal ont gravement souffert. Les 13 glaces du bureau de recette sont soufflées, ainsi que les 2 verres de la porte que l'on voit au premier plan. Située dans un angle de la salle de distribution des billets, la bibliothèque a eu sa porte arrachée et tordue, ses cloisons fissurées et ses tablettes intérieures et extérieures fendues ou brisées. Je rappelle que la bombe, elle est tombée quand même à l'extérieur au pied de l'escalier. Et le souffle, évidemment, a tout emporté. La bombe numéro 2 a occasionné moins de dégâts. Toutefois, le porte-plan Sarail a perdu ses parties vitrées. 10 marches sont détruites. Les murs des chiffres sont disloqués. Il y a de nombreuses fissures. L'accès côté Seine est prêt, mais le commissaire divisionnaire s'oppose à son ouverture un dimanche. Accessible le lundi 6 septembre, il ferme pour travaux du 20 au 23. L'ensemble des accès est à nouveau disponible le 4 octobre 1943, soit 1 mois après le bombardement. Le coût total des réparations se montre à 541 888 francs et 93 centimes. Le 4 juillet 1944, la ligne 10 n'est plus desservie. La ligne 8 est en service, mais jusqu'à Opéra seulement. L'exploitation jusqu'à Charenton reprend le 16 octobre. Quant à la ligne 10, elle rouvre le 30 octobre. Un arrêté du préfet de la Seine, en date du 18 décembre 1944, modifie le nom de la place Beaugrenelle en Charles Michel, en hommage à cet ancien député du 15e qui, arrêté début octobre 1940, puis interné, a été fusillé par les nazis le 22 octobre 1941. Le 1er janvier 1945, la CMP est dépossédée de sa concession. La gestion des transports parisiens est confiée à un administrateur provisoire qui dépend du ministère des Travaux publics et des Transports. Les stations Commerce sur la 8 et Beaugrenelle sur la 10 sont rouvertes le 5 mars 1945. Cette dernière est renommée Charles Michel le 14 juillet 1945. Le vendredi 31 décembre 1948 est le dernier jour de l'APTP, l'administration provisoire des transports parisiens, qui a remplacé la CMP. Le 1er janvier 1949, la Régie autonome des transports parisiens
plus connu sous le sigle RATP, prend les rênes du métro parisien. Une nouvelle ère commence, mais ici se termine cette conférence. Je vous remercie de votre attention.